Assistance, bonsoir. J'ai le plaisir, donc je remercie IMC Industries et M. Ledjmel de m'avoir invité à vous présenter donc notre expérience, l'expérience de service d'anatomie, cytologie pathologique et de pathologie moléculaire du CHU Mustapha, que j'ai l'honneur donc de diriger, donc sur l'implémentation de la technologie NGS qui devient, comme vous le savez, de plus en plus indispensable en matière de cancérologie. Comme vous le savez, des progrès récents en biologie moléculaire ont été réalisés ces dernières décennies et qui ont permis donc d'une meilleure compréhension des mécanismes de la carcinogénèse et une meilleure connaissance des cibles moléculaires et qui s'ensuit donc le développement de nouvelles thérapies dites spécifiques, dites ciblées pour une médecine de précision. Parmi ces anomalies, donc les mutations RAS, BRAF, l'instabilité microsatellite et l'amplification HER2 qui sont recherchées dans les cancers du côlon et du rectum, dans le poumon et dans d'autres cancers récemment. L'instabilité microsatellite est également recherchée dans les cancers de l'estomac, dans l'endomètre. Les mutations du KIT et du PDGFR-alpha dans les tumeurs stromales gastro-intestinales qu'on appelle GIST communément. Et bien sûr, le plus important chez nous, puisque le cancer de la femme, c'est le premier cancer, c'est le cancer de la femme, le cancer du sein, il faut rechercher BRCA1 et BRCA2, que maintenant s'est étendu également à l'ovaire, au pancréas et tout récemment au cancer de la prostate. Ces dernières ont révolutionné l'approche de la prise en charge des cancers localement avancés et métastatiques, mais pour implanter une plateforme, on est obligé d'avoir une notion de l'incidence de l'épidémiologie des cancers dans le monde et en Algérie. Dans le monde, en matière d'incidence et de mortalité des cancers, selon le Globocan 2020, plus de 19 millions de nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués et près de 10 millions de décès dans l'année. En Algérie, selon donc le réseau national des registres de cancer sur les résultats de 2024, vous voyez, nous avons 42 747 nouveaux cas avec un taux standardisé de 110,31. Toujours en Algérie, selon donc les résultats du réseau du registre des cancers de 2022, qui recueille les données de 2019 en fait, vous avez les 5 cancers prévalents. En premier lieu, c'est le poumon et le cancer du côlon qui vient en deuxième, la prostate, la vessie et puis le cancer de l'estomac. Mais selon le registre d'Alger, le dernier, donc les résultats de 2024, il y a eu des petits changements dans les séquences et le cancer, que ce soit du côlon, de la prostate et du poumon, se chevauche un petit peu et donc c'est le côlon qui prend la première place. Chez la femme, sans étonnement, vous savez très bien que c'est le cancer du sein avec 11 489 nouveaux cas par an qui sont suivis donc du côlon, de la thyroïde, du col utérin et de l'ovaire. Ce sont donc les 5 cancers prévalents. Et c'est ceux-là qu'il faut qu'on apprenne, qu'on les prenne en charge correctement. Donc, l'analyse des biomarqueurs en génétique somatique est aujourd'hui indispensable, non seulement pour le diagnostic histopathologique, mais aussi dans les classifications OMS internationales qui prennent en considération le profil moléculaire pour classer ces cancers. Il intervient également dans le choix et la surveillance du traitement d'un nombre croissant de cancers. Alors pourquoi réaliser des tests moléculaires? Avant tout, c'est pour orienter le processus diagnostique, pour porter un diagnostic de certitude, bien sûr aider toujours des paramètres cliniques, biologiques et morphologiques. Il est intéressant aussi pour orienter la stratégie thérapeutique. Est-ce qu'on va opérer le patient? Est-ce qu'on va l'irradier? Est-ce qu'on va donner des traitements de chimiothérapie? Ou bien l'accès à une thérapie ciblée ou à une immunothérapie? Bien sûr, ça permet également de le suivi de la maladie résiduelle. Actuellement, plus de 80 thérapies ciblées sont associées à un biomarqueur moléculaire. Voici une étude de 2022 qui vous montre le nombre de traitements par cancer. Comme vous voyez, pour le cancer du poumon, il y a au moins 19 médicaments ciblés. Pour l'estomac et l'intestin, 18, avec un total d'environ 84. Ça, c'était en 2022.
Et en 2025, il semblerait qu'on a atteint plus de 96 médicaments ciblés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des biomarqueurs sont associés à plusieurs traitements. Si on prend comme exemple l'ALK, l'HER2 et le GFR, c'est 3 marqueurs qui sont les plus fréquents dans pas mal de cancers. Donc, ils vont permettre de traiter plusieurs cancers. Et un autre exemple, l'HER2, il est ciblé par 11 combinaisons thérapeutiques avec des indications bien sûr différentes. Ce qui a un coût, bien sûr, parce qu'il faut donner le bon traitement au bon patient, au point de vue efficacité, et éviter un traitement inutile, coûteux et surtout toxique pour garder une bonne qualité de vie de nos patients. Le diagnostic moléculaire consiste à analyser la molécule d'ADN pour détecter des mutations ou autres anomalies de façon ciblée sur le génome. Il existe 2 types de mutations, les mutations constitutionnelles ou germinales qui sont l'apanage du généticien et les mutations acquises ou somatiques qui sont l'apanage de l'anatomopathologiste et du biologiste moléculaire. Alors, qu'est-ce qu'un test moléculaire? Un test moléculaire vise à détecter d'éventuelles anomalies ou altérations moléculaires dans la tumeur d'un patient, que ce soit au niveau de son tissu et plus récemment au niveau de l'ADN circulant, ce n'est pas tout à fait encore validé. Donc, seuls les patients qui ont une anomalie moléculaire dans leur tumeur, identifiée par un test moléculaire bien précis, se verront prescrire un traitement correspondant, donc dit traitement à la carte ou traitement ciblé. Alors, comment se présentent ces anomalies? Ça peut être des mutations. C'est quoi une mutation? C'est la modification de la séquence d'un gène. Par exemple, mutation du gène KRAS, NRAS, HRAS, BRAF, EGFR. La deuxième anomalie, c'est une translocation, qui c'est un déplacement d'un fragment de chromosome sur un autre fragment de chromosome. Donc, c'est des échanges chromosomiques qu'on peut rencontrer quand on recherche une translocation BCR ou au niveau de gènes de fusion ALK ou le gène ROS1. Les amplifications sont des augmentations anormales de nombre de copies du gène dans la cellule. Exemple, une amplification du gène HER2, une amplification du gène MET, etc. Et on peut avoir également des délétions et des insertions qui peuvent être une suppression ou un ajout d'un fragment d'ADN. Alors, comment se déroulent les tests moléculaires? Ils sont réalisés à partir du prélèvement de la tumeur. Ils peuvent être prescrits soit par l'oncologue, soit par le spécialiste d'organes qui suit le patient, ou bien par le pathologiste. Cette demande d'examen se fait au moment de diagnostic le plus souvent, mais elle peut se faire plus tard dans le parcours parce qu'on peut avoir des modifications ou une évolution, si vous voulez, du génome et un changement, ce qui fait qu'on doit refaire à ce moment-là un testing. Alors, quelles sont les méthodes utilisées? En anatomopathologie, bien sûr, on a l'immunohistochimie, alors qui permet de rechercher une surexpression de protéines. On a les hybridations in situ qui permettent de voir s'il y a une amplification ou un transcrit de fusion. Et on a le séquençage de l'ADN ou de l'ARN qui identifie les mutations, les translocations, les gènes de fusion qui surviennent, toute anomalie en fait qui survient dans les gènes. Et il y a plusieurs techniques. Il y a la PCR en temps réel, la PCR digitale et le NGS ou nouvelle génération de séquencing. Alors en pratique, on va rechercher les biomarqueurs soit sur le tissu lui-même de la tumeur, le tissu qui est fixé au formol et inclus en paraffine. Pour la biopsie liquide, c'est recommandé dans le suivi essentiellement du cancer du sein qui est traité par un anti-EGFR. La deuxième partie, on peut le rechercher sur une biopsie ou sur une pièce opératoire indépendamment, que ce soit sur un site primitif ou un site métastatique. Et tout récemment, on peut le rechercher aussi sur cytobloc, à condition d'avoir suffisamment de cellules tumorales ou d'ADN tumoral. Il y a des préalables pour le testing moléculaire, ces préalables qui sont du ressort du pathologiste. C'est ce qu'on appelle l'étape préanalytique et c'est la fixation qui doit être optimale et la technique d'anatomopathologie qui doit être soigneuse. Et le pathologiste, il doit confirmer, si vous voulez, la tumeur, et faire un contrôle morphologique et voir si cette tumeur ou cet ADN tumoral est suffisant en qualité et en quantité. Parce que la teneur en cellules tumorales doit être toujours supérieure à la limite de détection du test qu'on utilise ou de la technique d'analyse utilisée. Par exemple, ici, je ne sais pas si on peut...
Vous voyez sur l'image de gauche, c'est un prélèvement de biopsie transpariétale. Tout ce qui paraît en point bleuté, ce sont les cellules tumorales. Ce fragment-là, c'est une biopsie adéquate. On a suffisamment de cellules tumorales pour faire rechercher et faire les testings moléculaires. De l'autre côté, non. On a surtout, pourtant, la taille est la même, pratiquement, mais on a surtout des réactions inflammatoires et une ou deux cellules tumorales qui se baladent, mais qu'on ne peut pas tester parce qu'elles ne sont pas suffisantes. Alors, le pathologiste devant une tumeur, il doit cercler ce qu'on appelle la zone d'intérêt. Il doit isoler les cellules tumorales pour que l'ADN des cellules tumorales ne soit pas noyé avec l'ADN des cellules normales, des vaisseaux, du stroma, de toutes les cellules sanguines, etc., qui sont à côté, qui sont normales. Donc on doit cercler pour avoir le maximum d'ADN isolé. Alors qu'en est-il de notre expérience? Donc au CHU Mustapha, dans notre service, la technique d'immunohistochimie, elle est pratiquée depuis plus de 30 ans. Les techniques de biologie moléculaire, donc l'hybridation in situ depuis une quinzaine d'années, la PCR en temps réel depuis une dizaine d'années et le NGS depuis tout récemment, depuis 4 mois. Alors, quelles sont les techniques de séquençage? Comment est-ce qu'on fait chez nous? Donc, la phase analytique, elle est sous la responsabilité du biologiste moléculaire. Ça peut être un médecin, ça peut être un technicien, mais ça reste toujours sous la responsabilité de l'anatomopathologiste. Elle comprend 2 étapes. On a une extraction de l'ADN du tissu fixé. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez des notions d'histologie. La cellule, elle a une membrane cellulaire, il y a le cytoplasme avec ses organites, ensuite il y a la membrane nucléaire, et dedans, il y a le chromosome et l'ADN. Donc pour accéder à cet ADN, il faut se débarrasser de tout ce qu'il y a tout autour. Donc il faut liser les membranes cellulaires, liser les membranes nucléaires pour avoir accès à l'ADN. Et une fois qu'on a accès à l'ADN, on va le purifier, le concentrer et surtout le quantifier pour voir s'il y en a suffisamment pour passer à la 2e étape qui est l'amplification. Pour l'amplification, il n'y a pas de technique de référence. Nous, on a commencé par la PCR en temps réel, mais le NGS est en plein essor et aujourd'hui, c'est le NGS qui devient de plus en plus important parce que la PCR ne détecte qu'une mutation alors que le NGS va faire une cartographie moléculaire. Donc voici en PCR les résultats qu'on reçoit. Donc ils doivent être signés par le pathologiste et par le biologiste moléculaire. Normalement, les délais selon les recommandations internationales, c'est dans les 10 jours ouvrables. Nous, on essaie de répondre dans les 5 jours ouvrables. Pourquoi? Parce qu'on reçoit des prélèvements de par le territoire national et on pense au transport aussi bien du prélèvement qui met du temps pour arriver, aussi bien pour le résultat. Donc le résultat, on l'obtient. Donc comme cette courbe, on a la courbe donc en temps réel et puis on nous donne le résultat comme ici. On a donc une mutation de l'exon 18 au niveau en G719X. L'autre automate que nous avons, c'est l'automate IDILA, donc qui consiste en une cassette et dedans on met le prélèvement et on a les résultats dans les 2 heures, mais la sensibilité est beaucoup moindre. Donc actuellement, la PCR en temps réel ne répond malheureusement plus aux besoins et à la demande. Pourquoi? Parce que selon les derniers guidelines et ceux qui ont été reconduits par rapport aux guidelines de ces 5 dernières années, regardez toutes les mutations qu'on doit rechercher, par exemple pour l'adénocarcinome du poumon. Le cancer du sein pour le BRCA1 et BRCA2 ne peut se faire qu'en NGS, ne se fait pas en PCR. Pour le cancer œsogastrique, le cancer du côlon, les gystes, les cancers de la prostate, il y a donc un panel d'anomalies génétiques qu'il faut rechercher et en plus, on est confronté à de petits prélèvements. Donc si on a des biopsies à l'aiguille, ça ne suffira jamais pour faire toutes ces techniques-là. Un cytobloc, pareil. Un prélèvement chirurgical, oui, on serait à l'aise. On peut faire et refaire et refaire. Mais pour un prélèvement de petite taille, ce qu'on reçoit de plus en plus, ça sera difficile de réaliser cette cartographie. En effet, si on doit comparer les différentes méthodes, l'immunohistochimie, elle est très simple, mais elle ne fait pas grand-chose. L'hybridation in situ, elle permet de confirmer un petit peu l'immunohistochimie, mais entre la PCR et le NGS, la différence est là. C'est que la PCR, un seul gène sélectionné par test, donc ça peut nécessiter plusieurs prélèvements biopsiques. Un seul prélèvement biopsique ne suffira pas.
Par contre, pour la NGS, avec un seul tissu, un seul prélèvement biopsique, on pourra faire une cartographie. Alors, c'est quoi donc le NGS? Donc, c'est un séquençage d'ADN à haut débit et permet la détermination de l'ordre des nucléotides dans l'ADN. C'est devenu donc un outil essentiel en biologie moléculaire. Il a été donc décrit il y a une trentaine d'années, mais il n'a pas cessé d'évoluer. Alors actuellement, c'est vraiment très affiné. Avant, on faisait la technique en 15 jours, ensuite ça a diminué. Et puis là, donc les techniques ont été améliorées. On peut le faire en 24-48 heures. Même les manipulations, il y en a beaucoup moins. Et puis l'interprétation. L'interprétation, maintenant, on peut avoir un Okoumane reporter qui peut nous donner les résultats immédiatement. Donc cette méthode est devenue une technique courante dans les services d'anatomie-histologie pathologique qui sont dotés d'une plateforme de biologie moléculaire à l'étranger. Voilà un petit peu l'automate que nous avons donc obtenu tout récemment, c'est l'Ion Torrent S5, qui permet donc une analyse informatique Internet à haut débit. Alors en quoi consiste-t-elle? Elle se fait en 3 étapes. D'abord, il y a une préparation du template, et puis après on réalise la librairie. Et lors de la librairie, l'ADN est découpé en fragments qui vont être ligaturés par des adaptateurs. Ensuite, cette librairie va être amplifiée, comme dans une PCR, dont les amorces ciblent les adaptateurs. Et ensuite, ça permet de multiplier le nombre de fragments matriciels, ce qui permettra de rechercher plus d'anomalies génétiques. Et la dernière étape, bien sûr, c'est le séquençage. Donc, les fragments d'ADN sont lus et traduits en séquences de nucléotides. En pratique, dans notre service, voilà comment ça se passe. On extrait l'ADN, on le quantifie grâce à un qubit, on réalise des dilutions, on prépare la librairie, on centrifuge et on vortex, on programme et on charge l'automate Ion avec les consommables, le kit et la plaque préparée. On lance l'automate Ion Chef et on récupère la librairie après 7h30 de traitement. On configure le logiciel pour le templating, on lance l'automate et on récupère la puce préparée. Ensuite, une fois que la puce est préparée, on initialise le séquençage, on charge donc le système S5 avec les solutions de rinçage, la solution de lavage, la cartouche donc de séquençage. On insère la puce nouvellement chargée, puis on lance le séquençage. Et puis l'interprétation, le résultat final, se fait donc sur un logiciel, l'Ion Reporter. Voici donc quelques-uns de nos résultats donc tout récents. Sur le premier à gauche, vous avez donc, c'est un prélèvement de cancer du côlon et on nous indique qu'il y a donc une mutation CARAS G12C. Et puis l'avantage, c'est qu'on vous donne en plus, juste en bas, vous avez tous les traitements qui sont appliqués dans le monde actuellement, donc tous les médicaments qui seraient disponibles pour traiter cette anomalie génétique. Le deuxième cas, c'est un cancer de l'estomac avec une amplification HER2, également avec le listing de tous les traitements possibles. Et enfin, un cancer du sein avec une mutation BRCA2. Il y a des précautions à observer dans le cadre de la biologie moléculaire. Il faut éviter les contaminations des tissus par de l'ADN de sources exogènes. C'est pour ça que la salle doit être stérile, éviter les va-et-vient et la tenue comme la tenue de bloc. Et ceci, c'est comme le prescrit la norme ISO. Donc, il faut séparer efficacement les zones où se déroulent les autres activités. Par exemple, nous, en Anapat, on a des zones où il y a du formol, des zones où il y a des réactifs. Donc, ça doit être complètement séparé de tout ça. Et donc, il faut instituer des procédures afin d'empêcher toute contamination croisée. Et bien sûr, tout ce qui est instrument, tout ce qui est matériel qui est utilisé en biologie moléculaire ne doit pas être utilisé ailleurs. Ça doit être consacré strictement et uniquement pour la biologie moléculaire et désinfecté après chaque utilisation, chaque prélèvement. Alors, quelles sont les difficultés que nous avons rencontrées? D'abord, très souvent, c'est la quantité du tissu tumoral qui n'est pas très suffisante. Ensuite, c'est la qualité, parce que les prélèvements qui nous viennent de loin, si ça vient de Tamanrasset, ça souffre de la chaleur et vous savez très bien que l'ADN souffre de variations de température, il se débride et ensuite il se rébride, donc après il ne sera pas trop interprétable. On a eu aussi les soucis donc, de la disponibilité du consommable et puis parfois on a au CHU Mustapha des soucis d'Internet.
Ce qui est important, comme pour toutes les techniques, c'est le contrôle de qualité interne, ce qu'on appelle le C1Q. Donc, chaque discipline biomédicale est tenue de mettre en place des contrôles de qualité. C'est-à-dire que nous, à chaque fois qu'on lance une technique, on a des témoins internes. On met des témoins en même temps que le prélèvement du malade. Il y a un prélèvement qui est témoin, positif et négatif, pour valider votre technique. C'est ce qu'on appelle le contrôle qualité interne. Il y a le contrôle qualité externe. À ce moment-là, ce sont des échanges entre deux laboratoires différents. On l'a beaucoup fait en international et là, maintenant, on souhaiterait le faire en national, c'est-à-dire qu'on échange des prélèvements qui ont été techniqués dans un laboratoire X et ceux qui ont été techniqués dans notre laboratoire. On les échange une dizaine, généralement tous les 6 mois. Et ils sont retechniqués dans chacun des laboratoires et on compare les résultats. Si ça ne va pas, il faudrait qu'on voit pourquoi. Et à ce moment-là, on améliore notre qualité. Les avantages de la NGS en anatomie pathologique, c'est la sensibilité et la spécificité qui sont accrues, la rapidité des résultats et bien sûr la capacité à analyser plusieurs gènes simultanément, surtout quand on a de petits prélèvements. Quels sont les défis et les limitations de l'implémentation? Ça a été le besoin de formation spécialisée et d'un accompagnement. C'est pour ça que nous remercions donc l'équipe d'IMD. Ils ont été présents pour la formation et donc IMC. IMC, pardon. Ils ont été présents, ils nous ont accompagnés donc pendant tout au long, depuis le début. Et puis bon, il y a eu la pérennité du consommable. Et il y a une chose importante en fait que nous n'avons pas, c'est le cadre éthique qu'on doit asseoir. Parce qu'on ne peut pas faire une recherche génétique à tout le monde. Nous, on est venu me solliciter pour me dire, voilà, dans la famille, il y a une famille de cancer du sein, elle n'en a pas, est-ce que vous ne voulez pas lui rechercher la mutation BRCA1, BRCA2? Ça, on n'a pas le droit. Même si vous lui dites, oui, vous avez une mutation, qu'est-ce qu'elle va faire? Vous allez la mastectomiser, vous allez lui enlever les ovaires, vous allez lui enlever le pancréas, parce que tout ça, c'est en rapport avec... Donc, on ne peut pas le faire. Donc, il faut qu'on arrive à rédiger les cadres éthiques dans notre pays. Donc, en conclusion, la mise en place d'une plateforme de biologie moléculaire dans un service d'anatomie, cytologie pathologique et de pathologie moléculaire est un véritable challenge. Le pathologiste doit d'abord faire attention à son tissu. Il doit extraire du tissu du patient le maximum d'informations morphologiques et moléculaires pour fournir les éléments essentiels pour le diagnostic, le pronostic et les facteurs prédictifs. C'est pour ça que le tissu reste la source, tissu is the issue. Il doit s'impliquer dans le testing moléculaire en interaction avec le biologiste moléculaire, de la réception du spécimen au résultat. Son rôle est central dans la prise en charge du patient au sein d'une équipe pluridisciplinaire. Les déterminants essentiels des soins sont un bon type histologique, un bon profil immunohistochimique et une cartographie moléculaire du cancer. Parce que chaque oncogène muté serait une cible thérapeutique et c'est pour cela qu'un profilage génomique à grande échelle s'avère essentiel pour identifier les facteurs oncogènes exploitables, d'où l'importance de l'adoption de la NGS en anatomie pathologique pour l'avenir de la médecine. Et pour terminer, le molecular testing done right, the results can be magic. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Amir, pour cette communication.